Bonjour Frère Lumière, bonjour Sœur Étoile. Aujourd'hui, un exposé d'archéographie à partir centralement de ce livre de Marc-Alain Ouakna, donc centralement mais pas seulement. Cet exposé servira de base pour appréhender l'énergie au cœur de nos prénoms. Et chacun pourra voir à partir de son prénom quelle est l'énergie contenue potentielle dans son prénom, dans chacune des lettres de son prénom. Alors, notre alphabet, tel qu'il se présente aujourd'hui, provient de l'alphabet latin, lui-même provenant de l'alphabet grec. À son tour, l'alphabet grec était une adaptation d'un premier alphabet cananéen phénicien élaboré à partir des hiéroglyphes égyptiens. Ainsi, pour chacune de nos lettres alphabétiques actuelles, il y a une origine dans un des innombrables dessins de l'écriture égyptienne. Pour cette raison, on parle d'inconscient d'images contenues dans chacune des lettres alphabétiques. Par exemple, le A provient de l'image hiéroglyphique du taureau, progressivement réduit avec le temps et les transformations à la tête, puis stylisé avant que les cornes se retournent vers le bas pour donner la lettre alphabétique que nous écrivons aujourd'hui. Tu le vois ici, le taureau, la manière dont les cornes sont représentées toujours vers le haut au départ, puis elles vont basculer et se retrouver dans le A actuel de notre lettre alphabétique. Ainsi, lorsque nous écrivons ou prononçons le son A, c'est toute la force et l'énergie associée au taureau que nous évoquons. Il en est de même pour chaque lettre. La démonstration de la manière dont chacune de nos lettres alphabétiques s'origine dans une image racine égyptienne, avec le contenu inconscient associé, constituera mon exposé. En même temps, nous travaillerons, et chacun pourra le faire pour lui-même pas à pas, à envisager notre prénom à travers chacune des lettres le constituant. Nous en observerons les forces inconscientes, les orientations, le potentiel, comme on peut le faire pour un thème astrologique. Voilà. Donc je pars de certains auteurs qui ont travaillé sur la question, beaucoup d'auteurs ont travaillé sur la question, des spécialistes des langues, ce que je ne suis pas du tout. Donc je vais plutôt te faire une approche, après m'être appuyé sur Marc-Alain Ouakna et sur quelques autres, plutôt te faire une approche artistique de comment on peut regarder, entendre, essayer de vivre de l'intérieur notre prénom en fonction des origines qui sont les hiéroglyphes. Alors, te dire en préalable, donc je te répète en fait, que notre alphabet, français, mais pas seulement, anglais, etc., vient de l'alphabet latin, très semblable. L'alphabet latin vient de l'alphabet grec, constitué vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Cet alphabet grec était issu d'un alphabet phénicien. Alors les Phéniciens, c'est un peuple, c'est une civilisation qui avait une civilisation de marchands, de commerçants qui circulaient, qui avait des comptoirs dans tout le bassin méditerranéen et qui était surtout en fait situé dans ce qu'on appelait à l'époque Canaan et la Phénicie. Tu vois, c'est ici. Aujourd'hui, ça serait le Liban, la Palestine, Israël. Et puis, ils avaient donc des comptoirs un petit peu partout autour du bassin méditerranéen. Ils ont exercé une grande influence, et donc grande influence dans ce qu'ils ont transmis aussi en termes d'alphabet. Le premier alphabet est né en fait de la rencontre de ces peuples-là, cananéens, phéniciens, avec le peuple, la civilisation égyptienne. Ça s'est passé entre moins 2000 et moins 1500 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, tu as l'Égypte, bien sûr, de ce côté-ci. Tu as les Cananéens phéniciens ici. La rencontre entre les deux, probablement à travers le peuple hébreu aussi. Les Hébreux, c'est des Cananéens. Cette rencontre a donné vers le 15e siècle avant Jésus-Christ un premier alphabet qu'on appelle aujourd'hui l'alphabet proto-sinaïtique parce qu'on l'a trouvé simplement ici sur la péninsule du Sinaï. Je vais te donner un exemple de ce que représente cet alphabet proto-sinaïtique en termes d'image. Voilà, on l'a trouvé sur ces petites statuettes, le voilà ici.
Hein, tu trouves les hiéroglyphes là, qui sont en fait des hiéroglyphes déjà simplifiés et qui vont constituer les premières lettres de l'alphabet proto-sinaïtique. Je t'expliquerai juste après. Voilà un autre exemple. Ok. Donc, il faut dire qu'avant que ne soit constitué ce premier alphabet cananéen phénicien, qu'on appelle le proto-sinaïtique, il n'existait que des écritures. Donc, on connaît l'écriture égyptienne, qui est très ancienne, au moins 5000 ans d'âge. On connaît l'écriture cunéiforme sumérienne, on connaît l'écriture crétoise, on connaît les idéogrammes chinoises. Mais c'était bien compliqué à l'époque d'écrire, donc progressivement, on s'est demandé comment on pouvait parvenir à quelque chose de plus simple, de plus rapide. Et l'idée de l'alphabet s'est imposée d'elle-même en simplifiant ce dont on partait, en l'occurrence les hiéroglyphes, et puis en passant aussi d'une écriture d'image à une écriture de son. Voilà, donc on a procédé de la manière qui suit. On appelle ça une réduction iconographique qui se fait en parallèle avec une augmentation sémantique. La réduction iconographique, c'est par exemple ici, tu as le hiéroglyphe représentant le taureau pour les Égyptiens, qui, au moment où les Cananéens phéniciens vont s'en emparer, est déjà plus qu'une tête de taureau. Les Cananéens phéniciens font la base de leur première lettre alphabétique. Ils vont utiliser ce qui, dans leur langue, symbolisait le taureau, qui disait l'aleph, pour en faire le A, voilà, le son du A. Et c'est pareil pour toutes les lettres. Donc c'est pour ça, par exemple, que tu retrouves dans l'hébreu, en fait, la base de toutes nos lettres alphabétiques, le son de toutes nos lettres alphabétiques, si je m'exprime bien sur la question. Voilà. Donc, réduction iconographique, et tu vois, ça va se prolonger après, hein, donc je te montre rapidement. La tête va se simplifier en faisant un rond, puis le rond va devenir simplement une ligne. Les cornes sont toujours vers le haut, puis petit à petit, cette ligne, elle va traverser les cornes, et puis les cornes vont s'inverser vers le bas pour arriver jusqu'à nous. Et en même temps, il y a une augmentation sémantique, c'est-à-dire qu'on passe du sens littéral, représentation du taureau, à ce qu'il représente abstraitement, psychologiquement, énergétiquement. Le taureau, c'est la force, c'est l'énergie. Et donc, dans notre A actuel, il y a pour base un taureau, mais aussi tout ce qu'il représente en tant qu'énergie, en tant que symbole. Voilà. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer lettre par lettre l'explication de chacune de nos lettres alphabétiques. Je viens de te le faire pour le A, donc en hébreu l'aleph. On va le faire pour le B, en hébreu le bes. Le bes avait pour origine un hiéroglyphe qui représentait une maison. Dans l'écriture proto-sinaïtique, on trouve ceci, qui représente toujours la maison. Alors c'est intéressant que tu vois que notre B d'aujourd'hui, c'est pareil, c'est toujours une maison, mais tu inverses simplement le sens et tu peux retrouver notre B majuscule. Alors, à la fois, ce B représente la maison, mais aussi le symbole, l'énergie qui est derrière la maison, qui est autant le taureau représenter l'énergie, la force, le pouvoir de transformer les choses, autant le B représente, à travers le symbolisme de la maison, l'intériorité, la possibilité d'accueillir l'énergie vitale qui était dans le taureau. On peut continuer avec le C. Alors le C, tu vois, c'est très intéressant. Cela viendrait, mais c'est quasiment un accord pour toutes les personnes qui ont étudié la question. Ce C viendrait du chameau. En réduisant le chameau à partir de ce dessin-là, ou à son dos ou à son cou, peu importe, on a un C, tu vois. Bien sûr, ça se simplifie tout le temps. Et on garde l'énergie qui est derrière le chameau, qui est l'énergie cette capacité à se mettre en route, à porter la force initiale au-delà, alors que là,
on avait trouvé une bonne assise pour la force initiale, à l'intérieur, là on la porte au-delà. C'est aussi dans le taureau la capacité à prendre la responsabilité. Voilà, prendre des choses sur son dos. On sait à quel point le taureau peut durer longtemps et peut être fiable dans ce qu'il emporte avec lui en termes d'eau, de nourriture. Voilà. On arrive au dé. Le dé, c'est le Dalès en hébreu, en cananéen phénicien aussi. Et on avait à l'origine un hiéroglyphe représentant une porte, tu vois, qu'on peut retrouver dans notre dé aujourd'hui, avec la porte, avec le symbolisme du passage, en tout cas d'un point charnière entre deux états. Je vais aller assez vite, de toute façon c'est juste pour te donner une idée. Nous arrivons au E qui est particulièrement intéressant à observer. Le hiéroglyphe d'origine, c'est ce personnage-là. C'est en fait un homme en prière. Mais les Égyptiens, quand ils priaient, en fait, ils priaient debout et ils priaient en célébrant, en dansant. Donc, regarde ça, on a pris cet homme en prière, le hiéroglyphe, on l'a fait basculer sur le côté, hop, et puis on a supprimé la tête, et puis tout le tronc et les jambes, et on s'est retrouvé avec simplement les bras et le cou. Et puis qu'on va encore inverser, tout ça subit beaucoup de modifications en traversant les cultures et les civilisations et le temps. Et le E qui nous arrive, c'est en fait cet homme en prière avec le symbolisme de la relation intérieure-extérieure, du souffle. C'est toute cette énergie véhiculée dans le contact entre les différentes parties du vivant. Et c'est aussi une extériorisation de l'intime. Alors arrivons à la lettre F, pas seulement F, parce que c'est la même origine pour la lettre U, V et W, et c'est un clou. On a un crochet, quelque chose dont le symbolisme est de lier les choses entre elles. Voilà, de coordonner, de joindre. Si nous arrivons à la lettre G, qui est la même que la lettre Z, ça lui pas mal, donc je vais essayer de te donner une bonne image. Nous avions à l'origine, en tant qu'hiéroglyphe, une arme ou une flèche, par exemple, ou deux armées en position l'une par rapport à l'autre, avec la notion, donc symbolique, l'énergie qui est derrière la lettre, de guerre, de conflit ou de face à face. La lettre H, son origine en tant qu'hiéroglyphe était une barrière ou un mur, un obstacle en tout cas. Donc le symbolisme qui nous en reste, c'est la façon de faire face à l'obstacle et de chercher une force en faisant face à l'obstacle. Le I, le J ou le Y, c'est un même hiéroglyphe d'origine, c'est un bras comme ça, tendu avec la main, et le symbolisme de prendre, donner, de démontrer le commandement et l'action. Le K, c'est aussi une main, mais c'est plus que la main, et c'est la main ouverte, avec le symbolisme de l'accueil et de la réception. Le L, que voici. Bien, le L, à l'origine, c'était un aiguillon pour piquer le bœuf que nous avons vu initialement et qui représente la lettre A, qui est à l'origine de la lettre A. Le L, c'était cet aiguillon qui permettait de piquer le bœuf pour lui dire, vas-y, fais ça. Et symboliquement, ça devient ce que Marc-Alain Wagner appelle l'aiguillon du désir, c'est-à-dire la capacité à donner à l'autre, à lui donner l'information de quelque chose que nous aimons faire et que nous aimerions que l'autre aime faire aussi. Donc c'est la capacité à susciter le désir chez l'autre, le L. En dessous, tu vois le M, dont l'origine est totalement évidente. Ce n'est pas toujours aussi évident pour chacune des lettres, même si le principe vraiment repose sur quelque chose d'analyser, d'observer de manière bien construite. Le M, c'était de l'eau ou un courant d'eau, avec cette symbolique dans le M de quelque chose qui est transmis. Voilà, c'est un mouvement, c'est une transmission. Le N qui est la lettre qui suit, décidément j'ai quelques difficultés avec les reflets. Le N qui est la lettre qui suit, en fait, était représenté au préalable dans le hiéroglyphe par un poisson d'eau ou un serpent d'eau
avec la notion symbolique qui nous est restée de ce qui est caché, inconscient ou des richesses intérieures. Voilà, après le N, tu as le O. Alors le O, qu'est-ce que ça pouvait être? Ben, tout simplement un œil, en tout cas l'iris de l'œil, avec la symbolique de voir, de apparaître et disparaître, et du visible et de l'invisible. Tu as le P. Le P, qu'est-ce que ça pouvait être? Ben, c'était une bouche diversement représentée, tu vois, en tant qu'hiéroglyphe, ou dans la lettre proto-sinaïtique qui était déjà une simplification du hiéroglyphe. Le P étant la bouche, garde la symbolique de parler, de manger, de respirer. Le Q, qui est en dessous, nous vient d'un hiéroglyphe de la lettre proto-sinaïtique, qui reprend le hiéroglyphe en le simplifiant, d'un chat d'aiguille ou d'un hachoir. Alors la symbolique derrière, c'est la coupure, la séparation, l'interruption. Puis il nous reste 4 lettres que tu vas pouvoir observer les unes après les autres. Le R provenait d'un hiéroglyphe qui représente en fait une tête vue de profil. Regarde, tu peux vraiment dans la lettre majuscule R retrouver cette tête vue de profil. Et donc, la symbolique, c'est la force de commencer ou de recommencer, et ce qui est en tête. Le S, là aussi, ça peut être perçu comme totalement évident. Il y avait un hiéroglyphe qui représentait la dent, que voici. Eh bien, aujourd'hui, le S est le vestige de ce symbolisme. Et alors, la dent, c'est vraiment mâcher, réduire, analyser, broyer pour transformer. Hein, c'est pas que ce que fait la dent littéralement, c'est aussi un processus intérieur symbolique. Voilà, le T est en provenance d'un hiéroglyphe qui représentait une marque, un signe ou un symbole hein, sous cette forme-là. Et le symbole, c'est ce qui complète deux choses qui étaient séparées. Voilà, c'est une marque d'alliance. Et il nous reste le S, pas le S, pardon. En fait, c'est la lettre hébraïque Samek qui est représentée par ce symbole-là en tant qu'hiéroglyphe égyptien et qui était un appui ou un soutien en tant qu'image et qui, en tant que symbole, représente la façon de s'appuyer l'infrastructure, le X. Voilà, nous avons traversé rapidement l'ensemble des lettres hébraïques. C'est toute l'ambition que j'avais aujourd'hui. Je vais maintenant te faire cette analyse artistique de comment on peut regarder un prénom. Bon, ben ici c'est le mien, hein, à partir des hiéroglyphes et de ce premier alphabet proto-sinaïtique dans Michel. Tu vois qu'il y a le hiéroglyphe du courant d'eau, l'hiéroglyphe de la main et du bras, le hiéroglyphe du chameau, l'hiéroglyphe de la barrière, le hiéroglyphe de l'homme en prière et le hiéroglyphe de l'aiguillon. Eh bien, dans Michel, il y a l'inconscient d'image, il y a l'énergie de cette capacité. L'initiale est toujours la plus importante. Et donc, les Michel sont censés ont un potentiel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'actualiser. Hein. C'est comme quand tu regardes un thème astrologique, entre ce qui est actualisé et ce qui est en potentiel, il peut y avoir beaucoup d'écarts dus aux aléas de notre vie. Mais en tout cas, il y a dans le prénom Michel et dans cette lettre M à l'initiale, il y a cette capacité, cette énergie, cette force de vie. D'ailleurs, je me trompe un petit peu. Il y a cette capacité à transmettre. Plutôt que la force de vie, je parlais du A par erreur. Voilà, cette capacité à transmettre, ce goût aussi à transmettre. Avec le I, qui est la capacité à démontrer habilement ce que l'on veut transmettre, la capacité à prendre le large, hein, à prendre la route, à s'élancer avec l'hiéroglyphe du chameau pour démontrer ce que l'on veut transmettre, la capacité avec la barrière à contourner l'obstacle en quelque sorte ou à assumer l'obstacle, la capacité à relier le haut et le bas avec l'homme en prière dans ce processus de transformation, et la capacité avec l'aiguillon, normalement c'était du temps des Égyptiens pour donner l'information au bœuf de commencer à travailler, mais donc on peut l'appeler maintenant l'aiguillon du désir symboliquement, c'est la capacité à donner à l'autre le goût que l'on voudrait lui faire passer. Voilà, la force de transmettre,
la capacité à démontrer, le pouvoir de prendre en charge les choses et de se mettre en route, la capacité à transcender l'obstacle, intégrer l'obstacle, même utiliser l'obstacle comme une occasion d'aller plus loin, le pouvoir de se mettre en relation et de transmettre un souffle de vie et puis donner à l'autre le goût, l'envie de nous écouter, d'aller avec nous quelque part sur un chemin. Aujourd'hui, c'était le chemin de l'archéographie et demain, je ne sais pas quel sera l'autre chemin. Je te remercie de m'avoir accompagné. Je vais remettre Arlequin pour te dire au revoir et à bientôt.